La vie scandaleuse de Tallulah Bankhead se déploya comme un rêve décadent de l'ère du jazz, empreint du charme enfumé, des indulgences interdites et de l'éclat resplendissant des feux de la rampe. Née dans la grandeur déclinante de l'aristocratie sudiste, l'entrée de Tallulah dans le monde fut marquée par la tragédie. Sa mère succomba à une péritonite chronique, quelques mois seulement après sa naissance, laissant un vide comblé par son père, dont le chagrin tourbillonnait dans la brume mélancolique de l'alcool. Pourtant, de ce commencement assombri, Tallulah émergea avec un esprit incandescent, qui éblouit et défia. Son enfance fut une odyssée, agitée à travers des écoles conventuelles. Son cœur sauvage, libéré par les murs austères qui cherchaient à la contenir. Le charme du vaudeville alluma son destin, déclenchant une quête implacable des applaudissements qui l'amèneraient des airs suffocants de l'Alabama au théâtre scintillant de New York et de Londres. Sa vie fut une symphonie d'escapades scandaleuses et d'aventures passionnées, un témoignage de son refus de se conformer. L'étreinte sans excuse de Tallulah pour l'excès et son charme magnétique devinrent légendaires. Encapsulé dans ses propres mots, si je devais revivre ma vie, je commettrais tous les mêmes erreurs, mais plus tôt. Rejoignez-nous cette semaine, alors que nous examinons la vie de Tallulah Bankhead. Née le 31 janvier 1902, dans la grandeur crépusculaire de l'aristocratie sudiste, elle fut la deuxième fille de Will et Adelaide. Sa sœur aînée, Eugenia, était arrivée 1 an plus tôt. Mais la joie de sa naissance fut rapidement assombrie par la tristesse lorsque sa mère succomba à une péritonite chronique quelques mois après sa naissance. Les dernières paroles d'Adelaide furent « Prends soin d'Eugenia. Tallulah saura se débrouiller seule. » Ces mots semblaient prophétiques, car Tallulah, hantée par une vague association entre sa naissance et la mort de sa mère, grandit comme un esprit résilient et rebelle. Son père, membre de la législature de l'État de l'Alabama, la baptisa auprès du cercueil de sa mère. Un acte chargé d'émotion qui reflétait son oscillation entre une exubérance joyeuse et une mélancolie alimentée par l'alcool. L'un des premiers souvenirs de Tallulah était celui de son père, pistolet en main, jurant de rejoindre son épouse bien-aimée dans l'au-delà. Malgré son amour profond pour Adelaide, Will sombra dans le désespoir, incapable de s'occuper de ses filles. Il les confia tour à tour à des grands-parents, des tantes et des oncles. Dans la maison de sa tante, elle trouva une camaraderie avec Zelda Sayer. Les deux filles étaient des garçons manqués, qui se délectaient de farces compétitives. Cependant, Tallulah nourrissait une profonde haine de soi, se sentant éclipsée par la beauté et le charme de sa sœur Eugenia. Le traitement préférentiel de son père et son désir exprimé d'avoir un fils aggravèrent ses insécurités. Déterminée à gagner son affection, elle devint une garçonne intrépide, sautant des toits, faisant des pirouettes et affrontant sans peur quiconque croisait son chemin. À 7 ans, son père l'emmena voir un spectacle de vaudeville. Envoûtée par la performance, elle commença à imiter la voix sensuelle et les répliques chargées d'insinuations de la star. Une nuit après une sortie arrosée. Il la fit monter sur la table et elle présenta son numéro devant ses amis qui criaient et applaudissaient. Ravissant son père et ses amis, les applaudissements de cette performance improvisée allumèrent en elle un désir ardent pour les feux de la rampe, comme elle l'écrivit plus tard dans ses mémoires. Les vivates d'une foule de 100 personnes parcouraient ma colonne vertébrale, mon esprit. J'ai souvent été ému par les applaudissements, mais je n'ai jamais ressenti d'émotion aussi intense que cette nuit-là. Les années rebelles qui suivirent, après le couvent, elle fut envoyée dans une succession d'écoles différentes, expulsée encore et encore pour avoir fumé et bu, pour s'être échappée par les fenêtres des dortoirs, pour rencontrer des garçons, pour avoir lancé un encrier sur une mère supérieure. Avec l'arrivée de la puberté, elle avait encore grossi, et sa peau s'était couverte d'éruptions capricieuses d'acné. Pendant son temps libre,
Elle feuilletait sa collection de magazines de théâtre et de cinéma, remplie de photos de ses stars préférées. La beauté exotique d'Alana Simova et l'adorable Mary Pickford aux boucles charmantes. Elle était convaincue qu'elle aussi pourrait devenir actrice, si seulement elle était aussi belle que Genia ou son ancienne amie Zelda. À 15 ans, son père décida de se remarier avec une femme de 20 ans, sa cadette. Au début, elle s'opposa à cette union et se moquait cruellement de sa nouvelle belle-mère, imitant sa voix et ses manières. Mais sa belle-mère, de bon cœur, prit la jeune fille sous son aile, lui suggérant de laisser pousser ses cheveux, l'aidant à choisir ses aliments et à faire de l'exercice. En quelques mois, elle avait perdu 20 livres et l'acné sur son visage disparut. À la stupéfaction de la famille et de Tallulah elle-même, elle était devenue belle. Dans l'un de ses magazines, elle vit une opportunité de devenir actrice. Le magazine organisait un concours de beauté, invitant les lecteurs à envoyer des photographies. Le prix était un rôle dans un film qui serait tourné à New York. Elle posa pour sa photo avec un chapeau emprunté et une étole de renard. Et son excitation était telle qu'elle l'envoya, sans se souvenir, d'écrire son nom et son adresse au dos. 3 semaines plus tard, elle était assise avec Eugenia dans la pharmacie locale, feuilletant le magazine, lorsqu'elle vit, parmi la galerie des 12 photos gagnantes, sa propre image. En haut, un titre dramatique. Qui est-elle? Et en dessous, une demande urgente pour que la mystérieuse beauté se fasse connaître. Elle sortit en courant de la pharmacie, le magazine à la main, criant « J'ai gagné, je vais au théâtre ». Les objections de son père étaient principalement financières. Après tout, qui veillerait sur elle à New York? Mais après des bouderies et une menace de grève de la faim, son grand-père intervint et proposa de subventionner ses dépenses, et sa tante Louise accepta de lui servir de chaperon. Son arrivée à New York fut accueillie par une déception. La production avait été annulée. Mais elle trouva bientôt un petit rôle dans une comédie romantique, Who Loved Him Best. Pour son rôle, à peine plus qu'une figurante, elle déchira le chèque de 25 $, disant que c'était trop délicieux d'être payée pour cela. Sa tante, pensant économiser de l'argent, la fit emménager à l'hôtel Algonquin, sans savoir que le restaurant de l'hôtel était fréquenté par la foule de Broadway. Là, elle vit Anna Andrews, Douglas Fairbanks Jr. et les frères et sœurs Barrymore, John, Ethel et Lionel, Robert Benchley, Heywood Brown et Dorothy Parker. C'était comme marcher dans les pages des magazines qu'elle lisait en Alabama. La première fois qu'elle se retrouva seule face à Ethel Barrymore dans un ascenseur, elle dut s'appuyer contre le mur pour se soutenir, se sentant en présence d'une déesse. Sa manière impérieuse, le mépris dans sa voix, le dédain dans ses yeux, la grande réputation dont elle était enveloppée eurent un impact violent sur moi, dit Tallulah. Lorsqu'elle voyait une fête ou un dîner après le spectacle au restaurant, elle flirtait ou faisait des clowneries pour s'immiscer au centre de l'attention. J'aurais sauté d'une falaise pour gagner l'approbation des gens de qualité que j'ai rencontrés lors des fêtes de minuit, se souvint Tallulah. En quelques semaines, Tallulah était devenue une sorte de mascotte parmi les habitués buveurs de gin. L'actrice Anne Andrews n'avait jamais rencontré quelqu'un avec une telle vitalité. On dirait que ses pieds touchent à peine le sol, observa-t-elle. Cependant, c'était trop pour Louise. Elle n'aimait pas que sa jeune nièce s'échappe de sa chambre, la compagnie qu'elle fréquentait, ou qu'elle ait pris l'habitude de fumer. Louise abandonna et partit, embarquant pour l'Italie pour rejoindre la Croix-Rouge et aider à l'effort de guerre. Louise fut remplacée par 2 autres tantes, aucune d'entre elles ne pouvant la contrôler. Finalement, les Bankhead décidèrent qu'ils devraient simplement faire confiance à la jeune fille de 17 ans, seule à New York. Son père demanda au directeur de l'hôtel de veiller sur elle, ce à quoi il répondit « Je peux gérer un hôtel ou veiller sur elle.
mais je ne peux pas faire les deux. Malgré son âge, on disait qu'elle semblait absurdement avancée sur le plan sexuel. Comme l'observa l'actrice Jane Cole, son visage est néné comme une fleur maléfique. Il est si intense qu'il vibre. C'est l'une des femmes les plus violemment belles que j'ai jamais vues. Tallulah était ravie par la nouveauté de sa beauté et par la permission que cela lui donnait de flirter. Mais elle ne s'était pas encore engagée dans des relations sexuelles. Plus d'une fois, elle admit avoir frôlé le bord du consentement. Comme Tallulah le plaisantait souvent et de manière célèbre, mon père m'a mis en garde contre les hommes et l'alcool. Mais il n'a jamais mentionné un mot sur les femmes et la cocaïne. Tallulah goûta bientôt aux deux. La cocaïne était couramment utilisée à l'époque, car l'alcool était illégal et la cocaïne était considérée comme un stimulant utile et non réglementé. Elle parlait de l'euphorie qu'elle ressentait avec la drogue et de la manière dont elle l'aidait à se donner de l'énergie pour les auditions. Sa première, vraie liaison fut avec une jeune actrice européenne, Evelyn Gallion. La liaison ne dura que quelques mois, et beaucoup de ses premières liaisons furent avec des femmes plus âgées qu'elle. Cependant, elle n'était pas encore sûre à propos des hommes, et lorsque John Barrymore lui offrit un rôle dans son nouveau film, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, en échange de relations sexuelles, elle refusa. Grâce à des amis à l'hôtel, elle obtint bientôt un rôle de doublure dans une pièce importante, et lorsque l'actrice principale fut absente, elle joua brillamment. On lui offrit ensuite une deuxième pièce, Footloose, dans laquelle elle reçut des éloges du New York Times pour son pouvoir considérable et son talent réel. Au début de 1921, elle décrocha son premier rôle principal dans la pièce Nice People. Le personnage de Tallulah, Ali, était un nouveau type d'héroïne, avec des jupes courtes, une habitude de fumer et une attitude intelligente et indépendante, tout ce que la flappée allait devenir. Le timbre rauque et profond de sa voix était parfaitement modulé pour délivrer chaque ironie sexuelle et chaque insinuation dans les dialogues. Elle reçut des éloges en tant qu'actrice comique fine, mais dans le personnage de Ali, elle avait trouvé le moule pour sa propre image hors scène. Elle commença à amplifier son propre exhibitionnisme naturel, ajoutant du matériel de ses rôles théâtraux pour construire un répertoire d'indignation, d'acrobatie et de plaisanterie. Ainsi, elle découvrit qu'elle pouvait créer une agitation gratifiante en se lançant dans une série de pirouettes sur un trottoir ou au milieu d'une pièce remplie de gens, montrant un éclat de combinaison de soie, ou, occasionnellement, son derrière nu. Elle commença à se présenter aux fêtes avec la réplique « Je suis lesbienne, et toi, que fais-tu » Tout cela lui valut d'être acclamée comme l'une des esprits les plus vifs de Manhattan. « Je suis aussi pure que la neige piétinée », commentait-elle, et dans une version plus crue de la célèbre réplique d'Oscar Wilde, elle disait « Peu m'importe ce que les gens disent de moi, du moment qu'ils disent quelque chose. » En 1922, elle avait acquis un grand groupe de fans dévoués, principalement des filles de son âge. Elle était touchée par les petits hommages qu'elles apportaient, des bouquets de fleurs ou des chocolats, et par la constance de leur dévotion. À cette époque, elle entama sa première relation amoureuse sérieuse avec un homme très abîmé et dangereux, George Napier. Elle était impressionnée que Naps soit un véritable aristocrate, le troisième baron Allington. Ses goûts allaient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et en peu de temps à New York, il avait acquis une réputation scandaleuse. Lors de leur première rencontre, elle résista à ses tentatives de séduction, mais bientôt, elle était profondément amoureuse et croyait que la proposition négligente qu'il lui fit de l'épouser était une promesse sincère. Au lit, elle trouva Naps inquiétant. Il y avait une pointe de cruauté dans sa manière de faire l'amour. Naps aimait faire couler un peu de sang au lit, meurtrir et être meurtri en retour. Parfois, il était doux, parfois malveillant. Il disparaissait pendant des semaines,
puis réapparaissait de nulle part. Elle le trouvait mystérieux et énigmatique. Lorsqu'il lui annonça abruptement qu'il avait décidé de retourner en Angleterre, elle fut anéantie. Cet automne-là, elle fut présentée au producteur et impresario britannique, Charles Cochrane, qui lui proposa de venir à Londres pour jouer dans une pièce écrite par l'acteur Gérald Dumouriez. Elle était convaincue que les étoiles s'alignaient lorsqu'un astrologue qu'elle consulta lui dit que pour atteindre la célébrité, elle devrait traverser l'océan. Elle décida de prendre un nouveau départ à Londres. Cependant, elle n'avait pas d'argent pour le voyage. Après avoir passé une nuit avec un vieil ami politique de son grand-père, elle réussit d'une manière ou d'une autre à le persuader de payer le voyage. Et dans la nuit du 23 janvier, elle partit pour Londres avec une foule de fans éplorés, vêtus de leurs plus beaux atours de flappés, lui faisant des adieux de la main. Elle avait 21 ans et n'avait jamais quitté l'Amérique auparavant. « Je pensais que j'allais sur Mars », dit-elle plus tard. Lorsqu'elle arriva, la pièce dans laquelle elle espérait jouer était déjà en répétition, avec une autre actrice dans le rôle principal. Elle persuada Cochrane de l'emmener au théâtre pour être présentée au metteur en scène. Le lendemain, lorsqu'elle arriva, elle courut dans la loge de l'acteur. « Eh bien, me voici », dit-elle. Dumouriez insista sur le fait qu'il ne pouvait rien faire pour modifier la distribution de la pièce. Cochrane, cependant, s'enthousiasmait maintenant pour sa cause. Il proposa d'organiser une seconde rencontre, lui conseillant que le metteur en scène avait un faible pour les femmes glamour. Le soir suivant, Tallulah arriva avec sa seule belle robe du soir. Ses cheveux cascadaient dans un flot à peine contenu dans son dos. La fille de Dumouriez, Daphné, dit « Papa, c'est la femme la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. » Et avec cela, elle obtint le rôle. Elle était triomphante, mais la pièce devait ouvrir dans un mois. Elle était sous une immense pression, et beaucoup dans la troupe lui en voulèrent de voir cette Américaine arriver et prendre le rôle principal. Lorsqu'elle demanda pendant les répétitions où se trouvèrent les toilettes, elle fut accueillie par un silence glacial, ponctué seulement de quelques rires nerveux. Lors de la soirée d'ouverture de la pièce, elle pleura pendant le premier entr'acte, convaincue qu'elle était un échec. Mais les critiques furent bien presque unanimes à louer la sincérité et la tendresse de sa performance. Son nom sonnait exotique au public britannique, et tout comme à New York, des foules de jeunes femmes venaient la voir depuis les sièges bon marché de la galerie, la considérant comme une sorte d'héroïne flappeur. Quelques semaines après l'ouverture de la pièce, elle décida de se couper les cheveux à la mode. Ses fans commencèrent à se couper les cheveux pendant ses performances et à jeter leurs mèches coupées sur la scène pendant qu'elle saluait. Mais elle n'était pas venue à Londres seulement pour trouver l'acclamation théâtrale. Elle était venue pour retrouver son bien-aimé Naps. Lorsqu'il accepta enfin de la rencontrer au Reeds, il lui apporta un chien en guise d'offrande de paix, et elle courut dans ses bras. Il ne s'excusa pas de l'avoir abandonné ou de devoir maintenant le partager avec son nouvel amant, Edward Latham. Elle était trop heureuse pour s'en soucier et sortait souvent dîner avec les deux hommes à The Ivy et à la Tour Eiffel. Comme à New York, il disparaissait régulièrement pour de longues périodes. Elle n'avait aucune idée du nombre d'autres amants qu'il pouvait avoir. L'aimer était à la fois extase et torture. C'était un mystère que je ne pouvais résoudre, ce qui le rendait encore plus attirant, encore plus désirable, dit-elle. Elle se rapprocha de Viola Tree et d'Audrey Carton. Mais sa nouvelle connaissance la plus importante fut Olga Lynn. La femme la plus divine, s'enthousiasmait Tallulah. Apparemment sans âge sous son maquillage et son rouge, et plus ou moins bienveillante sous son ambition sociale. Olga prit un intérêt maternel pour le bien-être de Tallulah et cet été-là, invita Tallulah à s'installer chez elle. Ce déménagement fut un grand soulagement. Les acteurs du théâtre britannique n'étaient pas bien payés. Le salaire hebdomadaire de Tallulah n'était que de 30 livres,
et elle avait déjà accumulé de grosses dettes. Grâce à Olga, elle se lia d'amitié avec plusieurs membres de l'élite sociale et assista à plusieurs réunions des Mitford. Elle devint amie avec Lady Diana Manners et Duff Cooper, ainsi qu'avec la famille Churchill. Pas mal pour une demoiselle de Jasper, Alabama, écrivit-elle. Un autre ami fut Max Beaverbrook, le magnate de la presse, qui avait rapidement remarqué qu'elle serait un visage intéressant pour ses lecteurs. Beaverbrook l'invita à des fêtes, la présentant à tout le monde, du playboy Aga Khan aux politiciens comme Lord Balfour et David Lloyd George. Cependant, après The Dancers. En répétition, elle lutta à travers des pièces infructueuses. Dans l'une d'elles, elle fut accompagnée par un singe mascotte vivant si ingérable que Tallulah dut inventer des blagues et faire des cabrioles pour distraire le public pendant que le singe faisait ses besoins sur scène. La performance la plus réussie de Tallulah durant cette période fut dans l'évolution de sa persona hors scène. Elle travailla dur à cela. Maintenant son répertoire de phrases spirituelles est controversé bien fourni. « Quoi, tu ne me reconnais pas avec mes vêtements ?» était une réplique qu'elle répétait souvent. Ses piètres compétences de conduite ajoutèrent à sa notoriété. Elle échoua à maîtriser même les bases de la conduite, engageant des chauffeurs de taxi pour la conduire à ses destinations. Des années plus tard, elle dit « Je n'étais pas aussi libérée des inhibitions que l'observateur occasionnel aurait pu le croire. À la surface, toute confiance, toute fanfaronnade et bravade. À l'intérieur, je bouillonnais de doutes. À tout moment, l'horloge pouvait sonner minuit, et je serais de retour dans une chambre de l'Algonquin, ou pire encore, dans la cour de grand-père à Jasper. » Elle buvait maintenant régulièrement, en plus d'expérimenter avec des drogues, ayant de nombreuses liaisons avec l'élite londonienne. Pourtant, elle croyait fermement qu'un jour, Naps l'épouserait. Lorsque la mère de Diana, la duchesse de Rutland, fut interrogée sur un éventuel engagement entre Tallulah et Naps, sa réponse fut cinglante. Seule elle le pensait. La première fois qu'elle se crut enceinte fut au milieu des années 1920, et paniquée, elle se tourna vers Olga Lynn, qui fit venir une infirmière pour lui injecter une solution saline. L'avortement en lui-même fut une procédure douloureuse et dangereuse, et elle perdit tant de sang qu'elle fut alitée pendant 2 semaines. Cela ne l'empêcha pas de subir 3 autres interventions avant ses 30 ans, et elle en parlait avec un humour provocateur et audacieux. « Je ne retournerai jamais là-bas, » dit-elle après l'une d'elles. « Ils m'ont avorté avec des clous rouillés et des lames de rasoir usées. » Au début de 1925, ses mauvais choix de rôle commençaient à nuire à sa carrière. Elle avait besoin d'un rôle avec du panache, de la fanfaronnade et du choc, et elle jeta son dévolu sur l'adaptation de l'histoire de Somerset Maugham, Rain. Le personnage central, Sadie Thompson, une jeune prostituée qui forme un lien complexe avec un fanatique religieux qui tente de la réformer, avait tout le panache qu'elle désirait. Lorsque Rain fut programmée pour une représentation à Londres, elle était prête à tout pour obtenir le rôle. Cependant, lorsque Maugham vint la voir, il déclara qu'elle manquait de personnalité et la fit remplacer. Elle se sentit publiquement humiliée. Elle rentra dans son appartement à Londres, griffonna une note d'adieu et avala 20 aspirines. Le matin, elle se réveilla simplement avec un fort mal de tête. Bientôt, cependant, on lui offrit un rôle dans Fallen Angels, lorsque l'actrice principale tomba malade 1 semaine avant la première. La performance comique de Tallulah était presque trop efficace. Mais, à la fin de la décennie, elle décida qu'il était temps de rentrer chez elle. Elle approchait de la trentaine. Naps se mariait avec la fille d'un comte, et elle n'avait plus d'argent, dépensant toujours tout ce qu'elle gagnait. Soudain, une opportunité s'ouvrit grâce à une offre extraordinaire de Paramount, débutant à $5 500 par semaine.
C'était l'époque où, avec l'arrivée récente du son, Hollywood recrutait toutes les stars de théâtre attrayantes qu'il pouvait trouver. Et l'exotique Tallulah, avec sa voix rauque et séduisante, pourrait bien devenir la nouvelle Garbo, la nouvelle Dietrich. Hollywood pour moi, Memo, écrivit-elle à son père, et en janvier 1931, elle embarqua pour New York. En 1 an et demi, Bankhead avait tourné 6 longs métrages et gagné beaucoup d'argent. Mais aucun d'eux ne fonctionna vraiment. Peu importait qu'elle saute d'un balcon, au lieu de retourner auprès de son mari aveugle, qu'elle s'échappe d'un sous-marin saboté par son mari fou, ou qu'elle arpente les rues pour trouver de l'argent pour des médicaments nécessaires à son mari, désespérément malade. Les critiques disaient qu'elle était soit gaspillée dans de tels véhicules stéréotypés, soit qu'elle n'était pas à la hauteur des meilleurs d'entre eux. La réalité était que le public ne l'acceptait tout simplement pas. George Cukor, qui la dirigea une fois, conclut qu'elle n'était pas naturellement photogénique. À l'écran, elle avait des os magnifiques, mais ses yeux n'étaient là pas faits pour le cinéma. Ils semblaient comme voilés et sans vie. La réalité était qu'elle était avant tout une créature de la scène, tout entière, dévouée à projeter sa personnalité, plus grande que nature, à un public, jamais à permettre à une caméra d'explorer son visage et de révéler ses sentiments. Les films l'enfermaient et la réprimaient. Pourtant, elle s'amusait à Hollywood. Joan Crawford se souvenait. Nous l'adorions tous. Nous étions fascinés par elle, mais nous avions aussi peur d'elle. Elle avait une telle autorité, comme si elle régnait sur la terre, comme si elle était la première femme sur la lune. Il y eut les habituelles escapades sexuelles, y compris une rencontre avec Johnny Weissmuller dans le jardin d'une fête, dont elle rapporta qu'elle avait été une Jane très satisfaite. Cependant, le plus grand scandale qu'elle créa fut un commentaire fait lors d'une interview. « Je n'ai pas eu d'aventure depuis 6 mois. 6 mois de trop. Je veux un homme. » Ce n'était pas le type de publicité que les studios toléraient, et cela contribua à la renvoyer à Broadway. Avec ses gains de 200 000 $, pendant une demi-douzaine d'années, elle échoua dans tout ce qu'elle tenta sur scène, de manière spectaculaire en 1937, lorsqu'elle eut l'idée désastreuse de jouer Antoine et Cléopâtre. Elle n'avait aucune technique classique et refusa d'être formée. Le texte fut également massacré. Un critique écrivit « Tallulah est descendue en rugissant le Nil hier soir en tant que Cléopâtre, et s'est également effondrée. » Pris dans ce désastre, se trouvait un acteur de second plan nommé John Emery, qu'elle avait rencontré dans le circuit d'été et épousé assez nonchalamment. Emery était beau, capable et amical. Mieux encore, il ressemblait de manière frappante à John Barrymore, et pas seulement de profil. Des années plus tôt, lorsque Barrymore s'était dévoilée devant elle dans sa loge, Tallulah avait juré à elle-même et à quiconque à portée de voix qu'elle ne coucherait jamais avec un homme qui ne serait pas doté comme Barrymore. Et elle continua d'affirmer qu'elle avait tenu parole. L'une des facéties de Tallulah lors des fêtes était d'escorter les invités dans la chambre principale, de tirer les draps du lit où Emery dormait et de croasser. « Avez-vous déjà vu une queue aussi grande auparavant? » Mais bientôt, elle disait aux gens « Eh bien, ma chère, l'arme peut être de proportions admirables, mais le tir est indescriptiblement faible. » En quelques années, le mariage, tel qu'il était, prit fin. Dans les années 1930, elle fut admise à l'hôpital pour ce qui fut annoncé comme une tumeur abdominale. Mais en réalité, il s'agissait d'un cas de gonorrhée, contracté, disait-on, de Georgia Raft ou Gary Cooper. Cela entraîna une hystérectomie radicale de 5 heures. Et lorsqu'elle sortit de l'hôpital, elle pesait 70 livres. « Ne pense pas que cela m'a appris une leçon », lança-t-elle à son médecin. L'hystérectomie la laissa non seulement psychologiquement fragile, mais aussi érotiquement diminuée. À maintes reprises, elle témoigna de son manque de plaisir physique. Un autre aspect de sa pathologie
était son exhibitionnisme sans retenue. Elle était célèbre pour se déshabiller lors des fêtes, pour laisser la porte de sa salle de bain ouverte, pour travailler sans sous-vêtements lorsqu'elle jouait dans The Skin of Our Teeth de Thornton Wilder. Tant de personnes dans le public se plaignirent que l'Actors Equity dut lui ordonner de porter des sous-vêtements sur scène. À la fin des années 1930, après l'échec de sa campagne vigoureuse pour obtenir le rôle de Scarlett dans Autant en emporte le vent, sa chance tourna. Sa performance dominante dans The Little Foxes de Lillian Hellman, en tant que matrone sudiste malveillante qui reste froidement immobile pendant que son mari meurt, captiva Broadway. Un mois après la première, en mars 1939, elle était en couverture de Life, et le texte de l'article accompagnant était sans équivoque. D'une certaine manière, il semblait impossible de trouver des rôles adaptés à cette étrange femme électrique, aux yeux languissants, aux pas de panthère et à la voix rauque de sirène. Mais maintenant, pour la première fois, elle remplissait un rôle assez grand et féroce pour son talent. Cependant, elle perdit face à Bette Davis lorsque la pièce fut adaptée au cinéma. À la fin de 1942, elle ouvrit dans l'allégorique The Skin of Our Teeth, jouant la tentatrice immortelle Sabina sous plusieurs facettes, servante, gagnante de concours de beauté et suiveuse de camp. Ce rôle exigeant lui donna l'occasion de montrer son humour cru et son charme, et lui valut un second triomphe à Broadway. Bientôt, elle jouait une journaliste célèbre dans le drame de guerre claustrophobique Lifeboat. C'était le casting le plus incongru qu'on puisse imaginer, dit Hitchcock plus tard. N'est-ce pas un canot de sauvetage au milieu de l'Atlantique, le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver Tallulah? Mais elle y parvint et fut récompensée par le Cercle des critiques de cinéma de New York, qui la nomma meilleure actrice de 1944. Il n'y eut qu'un seul autre film important un an plus tard, A Royal Scandal, qui sombra sous le poids de la mise en scène d'Otto Preminger et de sa propre performance quelque peu laborieuse en tant que Catherine la Grande. Ces années qui l'établirent comme une force majeure à Broadway virent également le développement de son intérêt sérieux pour la politique et les affaires mondiales. Au moment de Dunkerque, elle jura de ne plus boire une goutte jusqu'à ce que les Alliés soient de retour à Paris, et elle tint plus ou moins parole. Sur le front intérieur, elle fit campagne pour chaque démocrate en vue, et aida son amie Eleanor Roosevelt à établir la branche de Washington du Stage Door Canteen. Au début des années 1950, au sommet de l'influence de Joseph McCarthy, elle ne mâcha pas ses mots sur son aversion pour lui. Je pense que le sénateur McCarthy du Wisconsin est une honte. Elle était également une anticommuniste passionnée. En 1948, elle apparut à Broadway, dans une reprise de Private Lives de Noel Coward, qu'elle avait joué occasionnellement dans des productions d'été et qu'elle continua à jouer à travers le pays jusqu'en 1950. Ce n'était pas le spectacle de Noel Coward, mais le sien. Une explosion scandaleuse et débridée de haute comédie, de cant et de comédie basse. Le public en raffola. Coward, sans surprise, non. Et cela lui rapporta une fortune. Mais ce fut son dernier succès au théâtre. En 1950, elle fit irruption dans la radio commerciale avec éclat en tant que maîtresse de cérémonie d'une extravagance hebdomadaire d'1 heure et demie appelée The Big Show. À la surprise de tous, y compris la sienne, elle fut non seulement saluée par les critiques comme le sauveur potentiel de la radio, mais ce fut un succès immédiat. Ce succès était mérité, mais de courte durée, car la radio perdit inévitablement face à la télévision. Puis, en 1952, arriva son livre, Tallulah, honnête pour son époque et hilarant qui fit sensation. Qui d'autre aurait écrit sur son mariage? Mes intérêts et mes enthousiasmes sont trop aléatoires pour une dévotion soutenue, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop longtemps erré dans les champs pour être enchaîné.
Lorsqu'elle dépassa la cinquantaine, les démons de Tallulah se firent d'un plus fort. Elle avait toujours été une grande buveuse, mais maintenant, elle consommait un quart de gallon de bourbon par jour, mélangé à un cocktail dangereux de tuinal, benzédrine, d'exédrine et d'hexamylmorphine. Elle avait toujours été insomniaque, mais maintenant, elle était frénétique à l'idée de dormir. Dès 1948, on l'avait vue prendre 5 sécobarbital avec un brandy après une nuit de beuverie. Elle ne supportait pas d'être seule. Amis, collègues, domestiques et les jeunes qu'elle attirait vers elle et qu'elle appelait ses chéris étaient dépersuadés ou forcés de s'asseoir sur son lit ou de s'y allonger toute la nuit pendant qu'elle luttait pour dormir. Elle ne pouvait s'arrêter de parler. Quelqu'un la suivit un jour et affirma qu'elle avait accumulé 70 000 mots, la longueur d'un roman. Ses habitudes devinrent si graves qu'elle fit attacher ses poignets par sa femme de chambre pour l'empêcher de prendre des pilules. Une nuit, un collègue la vit dans un couloir d'hôtel, une femme sauvage comme un chimpanzé en cage, cheveux en désordre, à peine enveloppée dans un peignoir fin, frappant les murs en balbutiant. « Où suis-je » Il y eut des accidents graves et des épisodes psychotiques. Orson Welles l'appela le cas le plus sensationnel de la cruauté du processus de vieillissement. Je n'oublierai jamais à quel point elle semblait terrible à la fin, et à quel point elle était belle au début. Au moins, son sens de l'humour ne l'abandonna pas. Quand des gens dans la rue lui demandaient « N'êtes-vous pas Tallulah Bankhead ?» elle répondait « C'est ce qu'il en reste. » Pendant des années, elle avait dit qu'elle voulait mourir. Une fois, en jouant au jeu de la vérité avec Tennessee Williams, elle confessa « J'ai 54 ans et je souhaite toujours la mort. J'ai toujours voulu la mort. Je ne désire rien d'autre. » 12 ans plus tard, en 1968, elle obtint finalement ce qu'elle voulait, succombant rapidement à une double pneumonie. Ses derniers mots furent « codéine, bourbon ». Alors que le rideau final tombait sur sa carrière légendaire, l'héritage de Tallulah Bankhead brillait avec les échos de sa présence inoubliable. Elle fut un phare d'une brillance sans excuse, un rappel poignant de la beauté trouvée dans l'imperfection et du courage requis pour vivre authentiquement. Ses propres mots résonnent avec l'esprit et la vie qu'elle a vécue. Si je devais revivre ma vie, je commettrais les mêmes erreurs, seulement plus tôt. Et ainsi, avec une révérence finale, nous nous souvenons d'elle, non seulement comme une étoile, mais comme une constellation ardente. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de cette semaine sur Tallulah Bankhead. Veuillez aimer, partager et vous abonner. Nous avons besoin de votre soutien pour maintenir la chaîne en activité. Et comme toujours, merci de regarder.